Il est 8h37. Louis Alliot est avec nous, vice-président du Front National, député des Pyrénées-Orientales. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Laurent Wauquiez était hier soir sur BFM TV. Il a dit assumer ses propos tenus devant les étudiants lyonnais. Il veut déposer plainte et saisir le CSA. Il a simplement présenté ses excuses à Nicolas Sarkozy. Calcul, cynisme ou un homme politique qui assume ses propos? Une fois que vous avez franchi autant de caps, si vous voulez, vous êtes bien obligé d'assumer, parce qu'un recul en la matière l'aurait fait passer pour un hypocrite ou un moins que rien. Donc il ne peut qu'assumer ce qu'il a dit. Maintenant, c'est vrai que le procédé est un peu curieux de la part... Méthode de voyou de la part de Quotidien? Je crois que si vraiment il a payé un étudiant pour enregistrer M. Wauquiez, etc. Aucune preuve. Ça pose quand même... Aucune preuve avancée. Écoutez, on verra. S'il y a une enquête, on verra bien. Pour le reste, les propos les plus graves sont ceux sur Nicolas Sarkozy. Si vraiment le président de la République enregistrait ses ministres pendant le Conseil des ministres, c'est un problème qui engage la République elle-même. Et ça mérite quand même qu'on se penche sur ces accusations, parce que je trouve ça, moi, extrêmement grave. Mais comment se pencher sur ces accusations? Écoutez, je ne sais rien, mais moi je trouve ça très grave et ça passe un peu inaperçu par rapport au reste, alors qu'on a eu quand même les écoutes de François Mitterrand, Nicolas Sarkozy s'est plaint des écoutes de Monsieur Buisson, etc. Et là, on apprend par Monsieur Wauquiez qu'apparemment il écoutait ses ministres. Moi, je trouve ça un peu extravagant et personne ne relève trop, alors que ça paraît quand même curieux. C'est un calcul? Non, je crois pas. Je crois Vous pensez qu'il l'a dit spontanément? Non, pas du tout. Il a dit ce qu'il a dit spontanément ou non, voilà. C'est un calcul politique ou pas, non? Il a cru que c'était entre quatre murs et puis ça se retrouve sur la place publique. Mais il assume un peu à la Donald Trump, alors, non? Oui, enfin, à mon avis, des comparaisons qui ont été faites. Donald Trump, lui, ne dit pas qu'il va parler en off, il le dit directement. Oui. Mais je crois que, malheureusement, c'est un problème de sincérité. Voilà, à un moment donné, il dit, je vais pas faire comme sur les plateaux, vous raconter la messe, comme on dit, je vais vous dire ce que je pense. Oui. On aimerait bien savoir ce qu'il pense réellement quand il est sur les plateaux de télévision. C'est ça, la sincérité d'un homme politique. Laurent Wauquiez, avec son discours social, eurosceptique, ce discours assez nationaliste, finalement, séduit une partie de vos électeurs. Écoutez, on verra bien. Il est là pour ça, non? Je ne crois pas. Non. Non, moi je n'y crois plus, vous savez. Vous n'y croyez plus? Nicolas Sarkozy nous a fait le coup. En 2007. Oui. Il a parlé patrie, il a parlé mérite, il a parlé travail, il a parlé refondation de l'Europe, et on a vu le résultat. Monsieur Wauquiez, d'ailleurs, a été son ministre. Bon, voilà. Ces gens-là parlent, mais ils ne font rien, comme à peu près tous ceux qui gouvernent la France depuis 30 ans. Et on va le voir sûrement sur le projet sur l'immigration. On va en parler. Il y a des effets d'annonce qui ne sont jamais suivis d'effets. Ces gens-là sont contents, ils ont gagné les élections. Mais une fois qu'ils ont gagné les élections, ils n'appliquent aucune mesure sur lesquelles ils ont été élus. C'est le problème de la démocratie française. Vous n'avez pas fini avec la famille Le Pen, hein? Louis Alliot. Non, ça vous fait sourire. Oui. Mais oui, mais je comprends. Marion Maréchal Le Pen, que l'on voit ressurgir, qui va intervenir demain à Washington devant un rassemblement annuel de conservateurs. Elle sera à la tribune, juste après le vice-président des États-Unis et avant Donald Trump, qui interviendra le lendemain. Curieuse façon de ne pas faire de politique, non? Écoutez, elle était invitée l'année dernière. Oui. Elle n'y est pas allée pour ne pas gêner la campagne présidentielle. Elle y va cette année. Nous y étions nous-mêmes l'année dernière avec le groupe européen. Nous avions vu Donald Trump en meeting. C'est un grand rassemblement des idées conservatrices. Mais vous n'étiez pas à la tribune. D'accord, mais justement, oui. Elle est conviée à s'exprimer. Écoutez, on est plutôt fiers qu'elle représente nos idées aujourd'hui à la tribune à Washington et de cette manière-là, qu'elle fasse connaître notre message à des Américains qui sont bien souvent désinformés sur la politique française. C'est une stratégie discrète? Non, je ne sais personnelle? Pas. Écoutez, moi, elle me fait pas de confidence particulière, mais je trouve ça plutôt bien. On verra la suite. Si elle veut revenir, de toute façon, elle sait très bien que le mouvement est ouvert, il n'y a pas de souci. Si elle veut continuer à faire une carrière professionnelle dans le privé, elle le fera. Elle a la chance d'être jeune, donc elle fait ce qu'elle veut et d'être libre, ce qui est quand même une double chance. La famille Le Pen, c'est aussi Jean-Marie Le Pen, qui dit qu'il a pitié. Vous avez lu les premiers extraits Moi, j'ai pitié de lui, moi. Ah bon? Oui. Quand on a été comme lui, un leader étudiant de la corpo de droit, qu'on a perdu son père pendant la Seconde Guerre mondiale, il est pupille de la nation, qu'on a été un résistant, ce que tout le monde oublie de dire, qu'on a eu cette vie, moi je trouve magnifique,
lieutenant de Légion étrangère, qui a fait la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, qui a démissionné de son mandat parlementaire pour aller se battre avec les soldats, qui a créé un grand mouvement politique, qui est arrivé au 2e tour de l'élection présidentielle, en arriver à cette aigreur-là par rapport à sa fille et par rapport on va dire, à la direction du mouvement, je trouve ça pathétique, je le regrette profondément. C'est pour ça d'ailleurs que moi je ne lui parle plus depuis un certain nombre d'années, parce que je veux garder de lui l'image que j'ai toujours eue, voilà, celui d'un héros à la française en quelque sorte, de quelqu'un qui a une vie magnifique et qui termine malheureusement sa carrière politique avec des mots qui sont blessants et à mon avis inutilement blessants. Un héros à la française qui préfère Pétain à De Gaulle, hein. Vous avez lu? Écoutez, comme Mitterrand. C'est ça. Vous aussi? C'est ça, comme vous? Non, mais moi, j'ai pas vécu ces années-là. Non, mais voilà, moi, je vécu, mais vous intéressez moi, je à l'histoire. pense qu'aujourd'hui, oui, de ce que l'on a appris du régime de Vichy, etc., on ne peut pas dire qu'on aime Pétain aujourd'hui. C'est pas possible. Mais cette génération-là, très certainement, a été marquée par le vainqueur de Verdun, par celui qu'on a fait venir au pouvoir, élu par les députés, hein, quand même de la Troisième République, toute connotation politique confondue. Donc voilà, c'est un homme qui a traversé le siècle, qui a traversé les fractures françaises et qui explique sa vie, sa vision de sa propre vie, de son existence. Et après tout, on est en démocratie, il a la liberté de le dire. Le Front National n'est pas dirigé démocratiquement, mais de façon autoritaire par sa présidente et son entourage immédiat. Il n'est pas toujours composé d'intelligence de premier plan. Voilà ce qu'il dit. Écoutez, je me demande aujourd'hui. Voilà, oui. Il a même écrit à Marie. Il a même écrit. Vous avez vu cette lettre qu'il a écrite depuis que Marine a pris la tête du mouvement, hein, démocratiquement pour le coup, il n'a pas cessé de lui mettre des bâtons dans les roues. C'est sa manière de faire. En fait, il ne voulait pas lâcher le mouvement. Il n'aurait pas dû le lâcher à la limite. Il aurait dû faire comme Molière, continuer jusqu'à la fin. Mais là, il a passé la main. Il devait bien s'attendre à ce que Marine ne fasse pas pareil que lui dans la direction du mouvement. Et laissez-moi vous dire, moi qui étais son directeur de cabinet, quand il parle de gestion démocratique du mouvement quand il était président, là, laissez-moi vous dire, ça me fait beaucoup rire. Oui, Louis Alliot, est-ce que vous conseillez à Marine Le Pen d'essayer de faire la paix avec son père? Oui, mais vous pouvez faire la paix familiale. Vous pouvez, c'est son père. Est-ce qu'ils se parlent? Et elle aime son père comme je pense, il aime sa fille. Mais il y a un désaccord fondamental sur la politique. Et on ne peut pas comme ça vivre, j'allais dire, à la fois politiquement et familialement. Est-ce qu'ils se parlent? Non, ils ne se parlent pas. Enfin, je crois pas, hein. Vous savez, je suis pas non plus dans tous les secrets. Je ne crois pas qu'ils se parlent. Mais voilà, Mais il sera accueilli au Congrès? Non, il ne sera pas accueilli au Congrès. Il n'est plus adhérent du Front National. Et on ne peut pas accueillir. Il est président d'honneur. On ne peut pas accueillir quelqu'un qui passe son temps. Il est président d'honneur. D'accord, oui, de votre parti. Il n'est pas adhérent. Là, c'est le congrès des adhérents à jour de cotisation. Donc il ne pourra pas venir. Voilà. Donc il sera interdit d'accès. Mais oui, celui qui n'a pas sa carte ne peut pas rentrer au Congrès, voilà. Il viendra faire sûrement son show pour vendre son livre, mais il ne sera pas accueilli au Congrès. Vous ne vendrez pas son livre, d'ailleurs, au Congrès? Non, on ne le vendra pas, mais on le lira quand même. Vous le lirez. Bon. Marion Maréchal Le Pen sera au Congrès ou pas? Je ne sais pas, figurez-vous. Mais je pense qu'elle y fera un tour, oui. Oui, elle viendra. J'espère, oui. Bon, d'accord. Donc elle n'a pas tout à fait abandonné la politique, quoi. Changement de nom ou pas du Front National? Écoutez, que disent les militants? Moi, je pense qu'il y a une majorité qui dira qu'il faut changer de nom. Maintenant, il faut qu'on s'entende sur quel nom. Et c'est le plus difficile à faire, c'est ce que nous ferons après le Congrès. La dernière fois, vous aviez quelques idées. J'imagine que vous avez peaufiné un peu votre réflexion. Oui, mais vous avez avancé. C'est quelque chose de très difficile, et je crois que voilà, il faut se laisser du temps et bien peser les choses et bien tester les choses auprès non seulement de nos adhérents, de nos sympathisants, mais aussi auprès de l'opinion. Vous allez donc changer de nom, c'est certain. Vous avez une petite idée? Non, pas d'idée sur le nom. Non, vous voulez rien me dire. Rien. Pas encore, non. Pas encore. Mais vous avez une petite idée quand même, non? Moi j'ai une petite idée, mais... Vous avez réfléchi quand même à la question. Oui, mais c'est compliqué. Le mot nation, le mot patrie... Exactement. Faut-il un acronyme? Faut-il un nom aujourd'hui qui les patriotes quand même, c'est déjà pris. Oui, enfin bon, heureusement qu'il ne rassemble pas à lui tout seul tous les patriotes, sinon il serait très peu quand même. Donc il faut... Je pense, non, voilà, ça mérite réflexion. Le plus important, c'est de tenir le congrès, de changer les statuts, de refaire les équipes et de repartir de nouvel élan. Il est devenu insignifiant, Florian Philippot?
Vous savez, il était un cadre parmi les cadres. Moi, j'ai jamais trouvé qu'il était supérieur aux autres. Je sais que dans sa formation d'énarque, il se croit toujours supérieur aux autres, et que d'ailleurs, M. Wauquiez, c'est un peu la même chose. Une façon de prendre les gens pour des imbéciles en permanence. Ben, les gens, ils ont d'autres réflexes, d'autres formations, et il n'y a pas des intelligences supérieures et d'autres qui ne le sont pas. Voilà, il y a des gens qui font de la politique, il y a des gens qui sont des militants, qui sont là depuis 30 ans, qui se sont battus, qui ont défendu des idées. Il est venu, lui, profiter de la notoriété du Front National et de Marine Le Pen, et il croit désormais qu'il peut voler de ses propres ailes, mais il va s'apercevoir très vite que c'est pas aussi facile qu'il ne le croit. Projet de loi asile-immigration, donc présenté en Conseil des ministres tout à l'heure. J'ai une question. D'abord, est-ce que vous le voterez ? Je crois pas. Non. Bon. Mais on va en discuter quand même. Vous allez quand même en discuter. Oui. On va en parler. Moi, j'ai lu, comme vous, ce qui sort dans la presse, mais je n'ai pas lu l'entier projet. Non. Faut-il accueillir les réfugiés politiques et renvoyer les migrants économiques ? Ça paraît être une évidence. C'est la loi, déjà. On devrait le faire. Ceux qui bénéficient d'un droit d'asile parce qu'ils sont persécutés dans leur pays d'origine ou d'autres raisons qui sont des réfugiés, ceux-là, la France doit les accueillir. Donc vous ne remettez pas en cause le droit d'asile ? Heureusement que non, mais on l'a jamais remis en cause. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, 96% des déboutés du droit d'asile ne sont jamais renvoyés dans leur pays d'origine. Ce sont aujourd'hui des clandestins dans nos rues, tolérés par la société, mais en totale illégalité de la loi. Louis Alliot, l'idée est simple, me semble-t-il, traiter les demandes d'asile plus rapidement, renvoyer plus et plus vite. Oui, non, mais ça, c'est ça. Alors, les effets d'annonce sont très bons, évidemment. Traiter plus vite des dossiers qui posent problème. Ça oui, vous va. d'accord, mais on verra la manière. Moi, j'ai les mesures. Vous les avez vues. Oui, bon. D'accord. Le délai pour déposer sa demande d'asile passe de 120 à 90 jours après l'arrivée en France. Oui. Ça vous va, j'imagine. Oui, mais je vous signale que dans d'autres pays européens, c'est pratiquement le double. Alors pourquoi 80 et c'est ce qui va poser un problème. Pas le double, non. Ce qui va poser un problème, Monsieur Bourdet. Non, mais attendez, moi je suis allé visiter. Le délai pour déposer sa demande passe de 120 à 90 jours. On réduit le délai. On réduit le délai. Bon, mais on une augmente, bonne chose, ça. On augmente le délai de rétention. Ce qui va poser des problèmes. Oui, moi, je suis allé visiter. Je suis allé voir il n'y a pas longtemps visiter le centre de rétention de Perpignan. Oui. Je peux vous dire, d'abord, ils sont saturés. Et 45 jours, effectivement, c'est un délai qui pose problème, parce qu'une fois que, au bout de 45 jours, on ne sait pas d'où viennent ces immigrés, on les rejette, on les met dans la nature, sans papier, sans rien. Là, 90 jours. Mais on va les mettre où? Parce que les centres de rétention sont saturés. Et ce n'est pas des prisons, les centres de rétention. C'est pas la pénitentiaire, ce sont les policiers qui surveillent. L'objectif, c'est de dissuader. L'objectif, selon vous, non? L'objectif de ce projet de loi, c'est de dissuader les migrants de venir. Si vous voulez dissuader, il y a deux mesures immédiates. Lesquelles? C'est d'aller voir les pays d'origine qui nous envoient de l'immigration. Est-ce que vous savez aujourd'hui, là, hier, les pays qui nous envoient le plus d'immigration? L'Albanie. Non, là, hier. C'est sorti hier, Frontex, le rapport. Hier. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. C'est quand même extraordinaire. 3 anciennes colonies françaises, dont une qui a voulu l'indépendance et qui aujourd'hui se fait, j'allais dire, des professionnels de la migration. Mais que ces gens-là s'occupent de leur pays. Ils ont des richesses incroyables, ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Ils sont en train de faire crever leur jeunesse. Et en plus, maintenant, ils nous envoient de l'immigration. Ça paraît absolument incroyable. Le délai pour exercer son droit de recours passe d'1 mois à 15 jours. Ça aussi, c'est raccourcir les délais pour essayer de renvoyer le plus vite possible ceux qui n'ont pas à rester en France dans leur pays. Mais moi, il y a une autre mesure, un article. Oui, je vous en parler. Mais oui, mais celui-là, c'est un article que vous devez voter. C'est quoi? Création d'un délit de franchissement non autorisé des frontières. 1 an de prison, 3 750 € d'amende si l'on entre en France sans passer par un point de passage frontalier. Mais je dois vous dire que je pensais que ça existait déjà. Parce que dans n'importe quel pays, franchissez une frontière en dehors de la frontière, si vous êtes attrapé, et je pense que... C'est un article que vous pourriez voter. Oui, mais sûrement, mais laissez-moi les étudier un par un, et c'est le genre d'article, effectivement, que nous pourrions voter. Mais si vous ne vous occupez pas des pays qui nous envoient de l'immigration, et si vous ne... C'est l'affaire de la dissuasion, notamment sur ce que l'on appelle les pompes aspirantes, les aides sociales qui sont automatiquement données à des gens qui arrivent
quelquefois pour de bonnes raisons, mais la plupart du temps pour de mauvaises raisons, notamment des raisons économiques, eh bien nous aurons vocation à accueillir la planète entière. Et moi j'entends les Bernard-Henri Lévy, les associations diverses et variées, qui sont toujours en train de dire on accueille, on accueille, on accueille. Qui protestent et qui contestent ce projet de loi. Ils ont qu'à les accueillir chez eux à leurs frais. Parce que moi ce que je vois aujourd'hui, ce sont des familles françaises, des ouvriers, des employés qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, à qui on augmente le gasoil, à qui on augmente un certain nombre d'autres prix de vie, hein, et qui sont aujourd'hui assez stupéfaits de voir qu'on en donne plus à des gens qui viennent pour des raisons inconnues. Mais on n'en donne pas plus. Si, on en donne plus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on donne de plus? Ben qu'est-ce qu'on donne de plus? Mais quand vous écoutez qu'est-ce qu'on donne de plus? Lorsque, par exemple, Aurélien Taché, qui est député de la République, dépose un rapport sur l'intégration. Ça n'existe pas, l'intégration. Très intéressant. Mais ça n'existe pas. Plus intelligent, quand on a droit à l'asile, d'apprendre le français plus vite, oui, non, mais pour trouver du boulot plus vite. Ce qui est plus intéressant, c'est déjà d'assimiler les immigrés que nous avons sur notre sol qui n'arrivent pas précisément à s'installer et à s'assimiler, qui sont en règle, voilà. Ouais. Et qui subissent le flot de tous ceux qui arrivent, qui ne sont pas en règle. Mais non, mais c'est pas ça. L'intégration, c'est la communautarisation de la société. Ce qu'il faut, c'est assimiler. Quand vous venez en France, donc les aider. C'est pour vivre comme un Français. Lorsqu'ils sont en situation régulière, les aider. Nous ne pouvons plus intégrer la société française. Nous ne pouvons plus accueillir d'immigration supplémentaire, car aujourd'hui, les comptes de la nation sont en berne, en faillite. Et si nous continuons comme cela à accueillir toute la misère du monde, je peux, moi, vous dire que nous irons vers des problèmes très graves. Je pense notamment aux mineurs étrangers qui, aujourd'hui, je vous signale, c'est 2 milliards d'euros de charges pour les départements et qu'on utilise quelquefois comme faire-valoir politique. Je ne l'ai pas entendu sur votre antenne. Vous savez, à la faculté de Nantes, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez l'extrême gauche et les associations qui ont mis des mineurs étrangers dans l'université pour ne pas être expulsés et qui bloquent les étudiants qui veulent travailler. 675 mineurs étrangers en 2017. Combien? 675. 2 milliards d'euros. Voilà. Ouais. Enfin, 675 étrangers, mineurs étrangers en 2017. Encore une fois, au centre de rétention, on m'a expliqué comment ces mineurs disent qu'ils sont mineurs alors que quelquefois ils ne sont pas mineurs. C'est vrai que c'est une difficulté de savoir s'ils ne veulent pas se soumettre à un contrôle médical. On n'a pas le droit de les forcer, etc., etc. Plus dans le projet de loi. Oui, très bien. Regardez le projet de loi en détail, vous allez voir. Vous allez voir des mesures qui sont très contestées d'ailleurs par... Mais par toujours les mêmes, par la gauche. Par les associations. Voilà, par les associations. Mais donc vous soutenez Gérard Collomb, quoi. Je ne soutiens pas Gérard Collomb. Je dis que le constat qui est fait par Gérard Collomb sur les difficultés que la France a de subir des vagues d'immigration est le bon. Mais je pense qu'il va être bloqué par une partie de sa majorité et par tous les bien-pensants que nous connaissons depuis 30 ans et qui ont créé cette situation. Parce que les ghettos, les gens qui vivent dans la misère, ceux qui n'ont pas de papier depuis des années, c'est précisément parce que ces associations-là font le barrage à une véritable assimilation et malheureusement aujourd'hui elle est impossible. Louis Alliot, merci. Il est 8h55, RMC, BFM TV. À suivre les réactions j'assume de Laurent Wauquiez. Ses proches estiment que c'est désormais le début de l'ère Wauquiez. Il assume tout, presque tout, hein, sauf les propos sur Nicolas Sarkozy. À tout de suite.